Voilà, c'est bon. Super. C'est lancé. Recording is on. Ah, Oups. Super. c'est Dropbox qui me parle. OK. Ok, super, merci beaucoup. De rien. Bon, on va pouvoir, je pense, bientôt commencer là. Normalement, c'est Hasard, ma superviseuse, oui. qui me donne le top départ. Désolé, excusez-moi. Est-ce que on peut tester aussi le partage, Raoul, une dernière C'est fois bon, c'est bon. avec C'est bon, on l'a fait. l'enregistrement? On l'a fait. Ouais? Ok. Ouais. Ça marche nickel. Bon, il est 21h02, on attend encore 1 ou 2 minutes parce que ça va arriver. Bah, super. Merci beaucoup à tous d'être là et donc et merci à Raoul. Super soirée. Ok. On va encore attendre bon, il est 21h02, on attend jusqu'à 21h03, 4. Bon, une petite minute, voilà. On attend une petite minute, comme ça on va commencer, ça va faire venir les gens. Voilà, ça va faire venir les gens. Et je vais en profiter pour repartager le petit visuel qu'on avait fait pour qu'on voit bien. Je suis désolée parce que vu qu'on a un petit problème technique, j'ai pas eu le temps de partager suffisamment tôt. Ah, super. Alors. Voilà. Est-ce que je peux partager mon écran aussi, Manani? Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Voilà, on est là. Voilà, j'ai mis le. Vous voyez l'écran que j'ai partagé là? Ou pas? Non. Oui. Okay. Moi, d'accord. Bon, bah, il est 21h04. Mais je vais vous donner la parole, Sylvain, Raoul. Allez, j'enlève le partage. Donc, merci à tous à toutes et à tous d'être là ce soir pour discuter du RIC. Donc, un sujet qui nous intéresse tous beaucoup parce qu'on a entendu lors de la crise des Gilets jaunes et par rapport à la crise démocratique que traversent différents pays en Europe et notamment en France. C'est un outil qui revient souvent comme étant une solution très intéressante pour rééquilibrer le pouvoir entre des représentants qui aujourd'hui, on trouve, qui sont trop déconnectés de la parole des citoyens. Donc, pour vraiment nous pencher sur cet outil, mieux le connaître, en voir les avantages et les conditions pour que ça soit mis en place de manière vraiment utile, nous recevons ce soir vraiment un des spécialistes de la question, Raoul Maniberton. Donc, Raoul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de À nous la démocratie. Et du coup, ce soir, on a prévu de faire d'organiser la parole en 3 parties. Une première partie où Raoul va nous parler du RIC de manière, une présentation plus générale pendant 15 minutes avec un partage de slides. Suite à ces premières 15 minutes, on pourra poser des questions à Raoul sur ce qu'il nous vient de nous présenter. Après cette première partie de présentation générale du RIC, on va voir les modalités plus concrètes de mise en place du RIC. Donc, pendant 15 minutes encore, avec à nouveau une fenêtre de questions pour qu'on puisse échanger avec lui. Et la dernière partie, on s'intéressera plus au RIC au niveau local, parce qu'aujourd'hui, on se dit que le niveau national, il est un peu trop lointain et on a moins d'emprise sur celui-ci, alors qu'au niveau local, on a l'impression qu'on peut vraiment beaucoup plus l'impacter facilement. Et Raoul nous dira à quel point c'est facile ou non de faire du RIC au niveau local et notamment en France. Donc, Raoul, je te laisse la main pour cette première partie sur la présentation du RIC de manière générale. Eh bien, merci beaucoup.
Donc, bienvenue. Puis moi aussi, je suis content d'être parmi vous. Je vais vous partager tout de suite mes slides et je vais vous faire une présentation donc sur le RIC. Alors, non, les slides, c'est mal, les voilà. Et j'ai oublié de préciser que vous pouvez poser vos questions à tout moment au niveau du chat pour qu'ensuite on puisse aussi les relayer plus facilement lors de la partie sur les questions. Voilà, je te laisse la main. Voilà, alors juste pour prendre 30 secondes pour expliquer un peu le contexte, je travaille à l'université, je travaille sur les systèmes démocratiques dans le monde, un peu à la recherche des bonnes idées d'institutions qui font que les gens ensuite acceptent les décisions qui sont prises et que la société fonctionne bien dans la paix et la bonne humeur. Parmi ces nombreuses institutions qui peuvent être mentionnées, le RIC, c'est certainement une des plus intéressantes. Du moins, au fil du temps, je m'en suis convaincu. Et donc, lorsque il y a eu la crise des Gilets jaunes en 2019, avec un groupe d'amis et collègues avec qui je travaille, nous avons sorti ce livre pour expliquer qu'est-ce que c'est le RIC et pourquoi c'est bien. Donc, je l'ai intitulé Le RIC, une vraie bonne idée. Alors, je vais commencer juste par les principes généraux. Qu'est-ce que c'est? Donc, le RIC, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais revenir dessus juste pour clarifier des points. C'est donc la conjonction entre l'initiative citoyenne d'une part et le référendum d'autre part. C'est deux choses qui sont mises ensemble. Si on prend que l'initiative citoyenne, le principe de l'initiative citoyenne est le suivant. Quand on prend la France aujourd'hui, je vous l'ai écrit là, les lois donc peuvent être proposées. C'est ça, pardon, j'ai ma fille qui crie. Les lois peuvent être donc proposées. C'est ça, l'initiative des lois revient au gouvernement et aux parlementaires. C'est eux qui peuvent proposer des lois. Or, chaque parlementaire représente environ 82 000 électeurs, et si on prend que les votes exprimés, 32 000. Vous savez, il y a beaucoup d'abstention. Donc, la question est la suivante. Pourquoi un parlementaire peut proposer une loi alors que 82 000 ou même 820 000, donc 10 fois plus d'électeurs, ne peuvent pas le faire? Le principe de l'initiative citoyenne, c'est que oui, certes, nous avons des parlementaires qui vont proposer des lois, mais cette capacité de proposer revient également directement aux citoyens, aux électeurs, s'ils sont suffisamment nombreux pour pouvoir soutenir une initiative. Donc, l'initiative citoyenne n'est pas une question, n'est pas un principe général, c'est un projet de loi, en fait, rédigé. Alors, ça existe dans plein d'endroits, mais peut-être une des plus connues, c'est l'initiative citoyenne européenne, qui fait que nous avons 1 million de citoyens dispatchés avec des quotas selon les pays, qui peuvent proposer donc une loi au niveau européen, et c'est le Parlement qui décide si oui ou non il accepte cette loi. Ok. Donc là, on a l'initiative, mais on n'a pas le référendum puisque le Parlement tranche. Donc le deuxième aspect, c'est le référendum, c'est-à-dire une fois qu'on a une initiative, qui décide si cette initiative, on l'accepte ou on la rejette. Donc la question qui se pose est, est-ce que par exemple c'est le Parlement qui doit trancher, ou alors c'est les citoyens par un référendum? L'arbitrage, comment il se fait? D'une part, les citoyens sont plus légitimes, c'est quand même eux à qui revient la souveraineté au départ en démocratie, mais de l'autre côté, faire des référendums sur tout, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement compliqué, long aussi, parce que le temps d'organiser un référendum avec un débat, etc. Ce qui fait que le Parlement est bien pratique pour pouvoir prendre des décisions. Alors, en
entre cette, d'une part, légitimité des citoyens et d'autre part, disons, utilité potentielle du Parlement, c'est quoi l'équilibre qui est le bon? C'est il faut un référendum seulement pour les décisions les plus importantes. C'est-à-dire que quand on a besoin que les décisions soient légitimes, c'est les citoyens, et quand on a besoin qu'une décision soit surtout efficace, rapide, c'est le Parlement. Or, quelles sont les décisions importantes? Premier, les révisions constitutionnelles. Donc ça s'appelle par exemple le référendum obligatoire qui existe en Irlande, au Danemark, en Suisse, et qui fait que lorsqu'on révise la Constitution, quelle que soit l'initiative d'ailleurs, ça peut être un parlementaire, eh bien, elle ne peut être ratifiée que par référendum. Donc ça c'est, on peut pas, le Parlement peut pas ratifier, c'est-à-dire peut pas accepter ou rejeter une proposition de révision constitutionnelle, mais seulement par référendum, c'est possible. Donc, le référendum obligatoire, c'est très important. En France, on ne l'a pas, puisqu'on a la possibilité de réviser la Constitution par référendum, mais il n'est pas obligatoire à cause notamment du fameux alinéa 3 de l'article 89 qui dit que toutefois, le Parlement peut ratifier au 3/5 un changement constitutionnel. Donc, il n'est pas obligatoire le référendum, mais il est facultatif. C'est le président qui choisit si ça passe au référendum ou non. Mais il y a une deuxième condition pour savoir si le référendum, si les décisions sont importantes et donc elles méritent un référendum, lorsque suffisamment de citoyens le demandent. Ça le RIC. C'est de dire, lorsqu'il y a beaucoup de citoyens qui signent, qui soutiennent un projet de loi, ben, on a besoin à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un conflit entre le gouvernement actuel et une frange de la population, et ce conflit peut se résoudre légitimement par un vote populaire. C'est lui qui départage. Évidemment, si on fait choisir par le Parlement, ça va pas parce que le Parlement a une majorité qui soutient le gouvernement, donc il ne tranche pas entre ce conflit entre une frange des citoyens et le gouvernement. Donc, on a initiative et référendum, et je voudrais avant tout vous donner quelques éléments de pourquoi, par exemple, le RIC ressemble beaucoup au suffrage universel. C'est-à-dire, le RIC, c'est avant tout un droit individuel. Vous l'aurez compris, chacun peut proposer une loi, chacun peut la voter, et donc, souvent, on fait le parallèle avec le suffrage universel qu'en France, c'est en 1944, au moment où les femmes ont accédé au droit de vote, et le RIC, espérons, en 2021. Mais ce parallèle, parfois, il est un peu critiqué parce que on imagine que le suffrage universel, c'est un élargissement du droit de vote aux femmes, alors que le RIC, c'est un approfondissement des droits des citoyens. Donc ça, on ne le voit pas trop pareil. Alors, je voulais vous montrer qu'en fait, c'est pareil et c'est intéressant de le considérer comme pareil. D'une part, c'est pareil parce que dans les deux cas, ça dépend ce qu'on veut élargir ou approfondir. Donc, le suffrage universel, c'est un élargissement du droit de vote. Et le RIC, c'est un élargissement du droit d'initiative et droit de veto. Alors, le droit de veto, c'est le fait de pouvoir dire oui ou non à une proposition. Donc, c'est les deux droits qu'on a vus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit d'initiative est réservé environ à 1000 personnes, comme on a dit, les parlementaires et le gouvernement, et le droit de veto à encore moins, puisque c'est le Parlement. Dans le cas du RIC, il élargit ses droits individuels et chacun peut avoir l'initiative d'une loi ainsi que voter dans les référendums. Donc, c'est exactement comme le suffrage universel, un élargissement en fait des droits. Et en même temps, c'est un approfondissement dans les deux cas, puisque le suffrage universel en 1944, c'était un approfondissement des droits des femmes, qui avant avaient des droits déjà, mais ils n'avaient pas de droit de vote, donc ils ont plus de droits. Et les citoyens, en 2021, le RIC, c'est également un approfondissement des droits des citoyens, puisqu'on a aussi des droits aujourd'hui, mais on n'a pas le droit d'initiative des lois ou de vote. Donc là, on aurait également plus de droits.
Donc, les deux aspects sont très similaires. Alors, je voulais vous montrer en quoi aussi c'est similaire dans les arguments des adversaires du suffrage universel et du RIC. Donc, je vous ai mis à gauche, je ne vous en fais pas plein parce que les adversaires disent toujours la même chose, l'incompétence ou la manipulabilité des citoyens, la tyrannie de la majorité, l'instabilité politique, l'irresponsabilité. Ça revient dans les deux cas systématiquement. Alors, moi, je vous ai mis juste un exemple qui est la mise en danger des droits acquis, d'autres droits qui sont déjà acquis. Donc, je vous ai mis une citation de 1886 en Angleterre de Sir Henry Sumner Maine, qui à ce moment-là, il y avait un suffrage censitaire, donc juste pour les riches, on va dire, et l'idée, c'était de l'élargir à l'ensemble de la population masculine. Et lui, il disait, je tiens pour certain que si, durant 4 siècles, nous avions eu dans notre pays un droit de vote très étendu, au lieu d'un droit de vote restreint, c'en était fait de la réforme religieuse, de la révolution dynastique de 1689, de la tolérance pour les dissidents et même de la réforme de la calendrier. Donc, en gros, on a eu des droits importants qui ont été votés, comme la tolérance pour les dissidents, la révolution dynastique, des choses qui ont permis de progresser et que si on avait élargi le droit de vote, eh ben ça serait pas passé. Alors aujourd'hui, on voit bien que cette citation, on peut la considérer stupide, puisque depuis qu'il y a le suffrage universel, les progrès ont été beaucoup plus rapides que quand il y avait le suffrage censitaire. Mais à l'époque, l'idée, c'est que si tout le monde votait, ben, il y aurait eu plutôt une oppression des minorités et des votes conservateurs. Donc, j'ai pris une autre citation sortie donc en 2018 de Michael Bloch en France, pendant donc la crise des Gilets jaunes en décembre. Et lui, il dit le RIC. Alors, le RIC comporte le risque de revenir sur des grands choix historiques, la peine de mort en 81, la réconciliation franco-allemande dans les années 50. Que se serait-il passé si on avait demandé directement aux Français leur avis via un référendum d'initiative citoyenne? Les Français auraient-ils été prêts à accepter ces bouleversements politiques? Les gens votent. Puisqu'il y a quelqu'un qui parle en même temps, puisque le RIC existe depuis très longtemps dans certains pays, comme je vais vous le montrer, et notamment en États-Unis et en Suisse depuis le 19e siècle. Et il peut changer la Constitution. Alors, aux États-Unis, c'est seulement au niveau des États, hein, c'est pas au niveau national. C'est pour ça que la politique américaine, au niveau national, a quelques problèmes, mais au niveau des États, pas tous les États, seulement une partie des États. Et ce qui a d'ailleurs permis d'avoir des travaux sur le RIC très intéressants, puisque à peu près la moitié des États ont le RIC aux États-Unis et l'autre moitié non, donc c'est possible de comparer. Là, je vous ai mis des exemples. Que la journée de 8 heures a été obtenue par RIC en 1912 au Colorado, l'abolition du travail des enfants, la pension de retraite, la demande au gouverneur de plaider pour le retrait de l'armée au Vietnam en 1970. Bon, naturellement, ça a mené à rien. L'euthanasie a été votée en Oregon. L'école maternelle publique universelle, l'augmentation du salaire minimum, je vous ai mis de 1912 à 2004 dans différents États. Voilà des choses qui ont été obtenues par le RIC. En Suisse, pareil, on a eu, ils ont donné au romanche le statut de langue officielle en 1938 par référendum. Alors, vous savez peut-être, le romanche, c'est une langue qui est la 4e langue suisse, donc depuis 1938, donc elle est officielle et il concerne 1% de la population. C'est beaucoup moins que si on décidait en France que le breton est une langue officielle nationale. On peut imaginer cette décision. Alors, une autre histoire que je ne vous la raconte pas ici parce qu'on n'a pas le temps, mais qui est très intéressante, c'est le refus de donner plus de pouvoir aux militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. 1940, en pleine, il y avait la menace allemande à ce moment-là. Et les Suisses ont refusé qu'on puisse donner plus de pouvoir politique
en militaire. Ils ont voté en 90 le moratoire sur la construction des centrales nucléaires, en 2013 les mesures contre les rémunérations abusives. Et en Italie également, nous avons eu, l'Italie a le RIC, mais un RIC un peu mauvais, on verra dans les... mais depuis 1945 et donc mise en application depuis 1970, et qui a quand même donné l'autorisation de l'avortement en 1974, la dépénalisation des drogues douces, l'arrêt des centrales nucléaires, tout ça Paris. Donc voilà, c'est pas des petites décisions qui ont été prises, c'est des décisions qui sont importantes. Alors bien sûr, vous avez un public peut-être un peu à la fois attentif et sceptique pourrait dire ouais, mais j'ai choisi que des décisions qui ont l'air sympas, parce qu'il y a des décisions qui sont beaucoup moins sympas. Et c'est vrai, et c'est vrai. Mais bon, généralement, je produis les sympas parce que les pas sympas sont très connus, en fait. Par exemple, l'année d'avant, je crois l'année d'avant, des mesures contre les rémunérations abusives en pleine crise, d'ailleurs, en Suisse économique, ils ont fait cette initiative et référendum, ont voté contre, avec pour un toit maximum au parachute doré, qui est quand même le seul pays qui l'a fait, grâce au fait qu'il y avait cette initiative. Mais l'année d'avant, il y avait les minarets. Alors, je pense que tout le monde se souvient des minarets, par contre. C'est-à-dire l'interdiction des minarets. Bon. Celle-là est très connue, mais on connaît peu les positifs. Donc, en tout cas, le truc important à faire, c'est essayer de voir un peu tout. Qu'est-ce que ça donne, en fait, le RIC. Par exemple, là, je vous ai pris des négatifs. Vous savez qu'en Suisse, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1971, 27 ans après la France. Donc, c'est hyper tard. C'est le pays le plus tardif en Europe. Et pourquoi? Parce que à chaque fois, il fallait voter pour ça. Parce que pour le changement constitutionnel, on est obligé de voter. Et les hommes votaient contre. Ça doit être une objection. Et de même, on va prendre le Colorado aux États-Unis, qui a le RIC, et il a encore aujourd'hui la peine de mort, 38 ans après son abolition en France. Alors effectivement, Bloch, tout à l'heure, avait peut-être raison. Nous, on a aboli la peine de mort par un mouvement politique qui a peut-être anticipé même au moment où l'opinion publique était plutôt favorable à la peine de mort. Donc voilà, on serait toujours comme le Colorado aujourd'hui. Ça, c'est des exemples qui peuvent être complétés par cela. C'est-à-dire que concernant la peine de mort, la Suisse, qui a le RIC, a abrogé la peine de mort par référendum en 1938, donc 43 ans avant son abolition en France. Et il faut savoir qu'en France aussi, l'opinion publique, on n'a pas de sondage à l'époque, mais dans les années 30, était plutôt hostile à la peine de mort. Donc, elle aurait peut-être aboli au même moment. Et de l'autre côté, le Colorado, lui, qui a le RIC, a donné le vote aux femmes par référendum en 1893, donc 51 ans avant la France. Et toujours par référendum, c'est les hommes qui ont voté. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que si on prend juste un cas, on peut spéculer, mais quand on fait l'ensemble des cas, eh ben, on a des idées un peu plus précises. Et sur la peine de mort ou sur le vote aux femmes, c'est pas clair, en fait. Les pays qui ont le RIC ne sont pas plus en retard que ceux qui n'ont pas. Alors, quels sont ces pays qui ont le RIC? Ben, on a la Suisse, donc il a depuis, dans la forme actuelle, depuis 1891, mais bon, ils l'ont depuis 1848, le référendum obligatoire, du moins. Et donc, ils ont voté, d'ailleurs, eux, la dernière fois qu'ils ont voté pour la peine de mort, c'était en 1879. D'accord? Alors là, on a mis les RIC qui ont été faits au niveau national, donc les États-Unis disparaissent, la Suisse, donc c'est largement devant. La Suisse, on peut dire que c'est une démocratie directe, vraiment. Après, les autres, c'est un peu spécial, donc il y a l'Italie qui l'a depuis longtemps, il y a beaucoup de micro-États, les îles Palaos, la Micronésie, le Liechtenstein, Saint-Marin,
et Malte, qui ont tous, les micro-États ont souvent des démocraties beaucoup plus directes, et il y a des raisons à ça d'ailleurs, dont je ne peux pas explorer ici. Et puis, il y a beaucoup des pays de l'Est qui ont récupéré un RIC au moment où ont fait la transition vers la démocratie après le communisme, même si leur RIC est très souvent assez mal fait. Il n'est pas du tout aussi fort qu'en Suisse. Il a beaucoup d'obstacles, qu'on pourra voir tout à l'heure. Et donc, bon, ça varie un petit peu. On a Taïwan qui a obtenu le RIC en 2014 grâce à un grand mouvement populaire, beaucoup d'étudiants qui ont occupé le Parlement et que donc, pour demander ça, et le RIC a été donné et il y a eu 10 référendums d'un coup 2 ans après. Et il y a aussi un exemple, l'Uruguay, c'est un pays très important pour le RIC, puisqu'un RIC qui peut changer sa constitution, il est très difficile à faire, mais il est sur les décisions importantes. Donc, c'est quand même un exemple en Amérique latine. Et d'ailleurs, comme la Suisse, c'est le pays où les droits individuels sont le plus respectés en Europe, l'Uruguay, c'est aussi le pays où les droits individuels sont plus respectés en Amérique latine. Donc, à chaque fois, c'est les pays qui ont le RIC. Hein. Après, on ne va pas généraliser, mais voilà. Il y a le Pérou et le Venezuela, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus bas, qui ont aussi un RIC depuis les années 90-2000, mais qui est par contre, assez mal conçu. Et donc, ça a donné lieu à très peu de choses. Il ne dit pas du tout. Je vous fais aussi remarquer que sur les 36 pays qui ont le RIC dans le monde, dans leur constitution, 18, c'est-à-dire la moitié, ne l'utilisent jamais. Alors, soit parce que il est trop compliqué pour être utilisé, comme le RIP français, par exemple, vous avez expérimenté récemment, soit parce qu'il n'y a pas de loi organique qui le mette en place. Donc, en fait, il est dans la Constitution, mais lettre morte. Il faut aussi noter que beaucoup de pays autoritaires ont un RIC qui ne marche pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui, comme aussi les pays autoritaires, beaucoup ont des parlements qui ne marchent pas. Donc, c'est un peu le même principe. Alors, je vais vous donner par contre, une fois qu'on a éliminé toutes les anecdotes et on cherche un peu systématiquement les effets directs d'avoir du RIC, eh bien, on en trouve à peu près 5. Le premier, qui est assez étonnant, c'est le fait de produire une dette plus faible. Les pays qui ont le RIC ont des comptes publics plus en ordre. Le deuxième, c'est que les pays, à chaque fois il y a des raisons, hein, donc on pourrait discuter, mais là je ne vous les fais pas ici, ils produisent une hausse de confiance dans le système politique. Alors attention, ce n'est pas une hausse de confiance dans les politiciens, ça ne produit pas, voire parfois ça baisse. Par contre, il y a une hausse de confiance dans le système politique, administratif, etc. Il y a également une hausse de bien-être déclaré. Ça, c'est toutes les études sur le bonheur qui se sont développées parce que comme avant, on étudiait essentiellement la richesse, mais maintenant, on va au-delà, donc on cherche un peu des indicateurs de bonheur. Ben, le RIC, c'est quelque chose qui accroît ça. Il accroît également la compétence politique des citoyens. Ça, c'est quelque chose de très fort. L'exemple souvent que je prends, mais il y en a d'autres, c'est que quand en Europe, on fait des questionnaires pour savoir les compétences politiques sur l'Union européenne, c'est-à-dire la Commission, le Parlement, est-ce que les gens s'y connaissent? Et le peuple qui s'y connaît le plus, c'est les Suisses, qui ne sont pas dans l'Europe. Mais les Suisses ont voté plusieurs fois pour rentrer. Donc, quand on nous demande de faire un truc, ben, on se renseigne. Et ça produit une compétence plus élevée. Alors, statistiquement, ça produit autant de compétences que si on amenait au bac tout le monde. Voilà. Et enfin, ça produit un contrôle et une visibilité accrue des lobbies économiques qui s'expriment avec le RIC, mais qui sont plus visibles. Et donc, et leur activité est une activité beaucoup moins de couloir et beaucoup plus de campagne, comme on dit.
Voilà, j'en termine là où il y a la deuxième partie sur la boîte à outils. Et je pense que voilà, j'ai tenu à peu près mon quart d'heure. Je n'ai pas On compté. a un tout petit peu dépassé, mais de toute façon, c'est le plus important, c'est que tu nous aies partagé tout ce premier volet de savoir qui va nous permettre peut-être, si certains d'entre vous ont des questions par rapport à ça, à les poser à Raoul. Et si jamais il n'y a pas de questions, on enchaînera un peu plus vite sur la deuxième partie. Ça sera vraiment comme vous le souhaitez. Si jamais vous pouvez lever la main, je sais qu'il y a une. Soit vous levez la main, il y a une. En bas à gauche de Jitsi, il y a une main blanche quand vous allez en bas de l'écran. Alors il y a Camille qui aimerait prendre la parole. Donc Camille, on t'écoute. Ah, on t'entend pas. Si tu veux juste désactiver ton micro. Oui, oui. Ouais, merci Raoul. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes 2-3 explications sur le fait que les pays qui ont le RIC soient moins endettés. Ça m'a surpris. Oui. Oui, donc la question de la dette, c'est quelque chose qui est en réalité logique quand on voit, parce que en fait, le mécanisme classique, nos pays fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent avec un décideur qu'on ne sait pas trop sur quoi il se fonde, mais on suppose qu'il est compétent, et du coup, des lobbies qui vont voir le décideur. Donc, moi, je prends ma lobby, je pense que ma lobby personnelle, moi, comme je suis prof à la fac, on va imaginer que les profs de fac s'organisent pour aller demander au gouvernement une hausse de salaire de 200 € par mois. Le gouvernement fait des calculs, il va voir combien de profs d'universitaires votent en marche ou sont susceptibles de ne plus voter si on ne donne pas cette augmentation. Et ensuite, il choisit et potentiellement, il peut la donner compte tenu du fait qu'elle est quasiment invisible pour les autres, puisque soit il la met dans la dette, soit il la met dans l'impôt, mais si c'est suffisamment petit, chacun ne voit pas venir avoir un centime de plus. Lorsqu'il y a un RIC, il y a systématiquement quelqu'un qui dit, attention, il est en train de donner 200 € aux universitaires. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'il ne gagne pas assez? Et là, il y a généralement une pétition qui se lance et tout le monde doit se prononcer sur cette question si les universitaires payés sur l'argent public doivent être payés 200 € de plus. Et en tout cas, si elles doivent être payées 200 € en plus sur la dette. Donc là, c'est encore plus risqué. Donc, il y a plusieurs cas de vote de ce type. Par exemple, la ville de Sion en Suisse, ils avaient décidé d'organiser les Jeux Olympiques et quelqu'un a fait une initiative et pour mettre à plat publiquement qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte les Jeux Olympiques. Et une fois que des experts se sont prononcés, un débat a été lancé, les votants ont résolument voté contre. Et donc, Sion a dû annuler ces Jeux Olympiques une fois qu'il a lancé. Je vous avais peut-être raconté également à Zurich, il y avait cette histoire un peu fameuse où la ville de Zurich, en vue de l'Euro de foot, voulait un nouveau stade, un peu comme nous, le Stade de France. Seulement, voilà, il y a ce nouveau stade était cofinancé par la ville de Zurich et les équipes de foot de Zurich. Mais il y a une dame qui a été la cinquantaine à l'époque, qui a été surprise. Elle est allée voir son premier match de foot de sa vie, non pas pour voir le match de foot, mais pour voir le stade. Et il l'a trouvé très bien. Et il ne comprenait pas pourquoi la municipalité devait s'engager pour payer un nouveau stade. Et donc, il a lancé une initiative et là, les gens ont voté contre, encore une fois. Donc, c'est des cas dans lesquels, si on cumule les Jeux Olympiques, le stade, toutes ces décisions, ça ne se voit pas tout de suite, mais sur le long terme, on commence à voir un pays qui, finalement, il dépense autant en services sociaux, mais il a moins de dettes. Voilà. Merci Raoul. Alors, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main qui est donc en bas à gauche de l'écran Jitsi. Et si au bout de quelques secondes, je vois que finalement, on a plutôt envie de... Ah, alors là, une question de Manuel
sur le chat qui demande faut-il, et après Serge prendra la parole, faut-il nécessairement être un État fédéral pour avoir un RIC efficace? Ou en tout cas, les États fédéraux sont plus favorables? Y a-t-il des exemples centraux avec des RIC? Alors Raoul, est-ce que tu peux répondre rapidement? Ouais, ça, c'est une très, très bonne question. En fait, il y a des États centraux avec des RIC, oui, comme par exemple l'Uruguay qu'on citait tout à l'heure. Mais là où c'est vrai, c'est que les États fédéraux arrivent plus facilement à obtenir des RIC. Par exemple, l'Allemagne aujourd'hui a des RIC dans tous les Länder, dans toutes les régions qui fonctionnent. Ils l'ont pas au niveau fédéral, mais ils l'ont au niveau des Länder. Et ça, c'est pour une raison qu'on pourra explorer un peu tout à l'heure, c'est que si on prend dans les États fédéraux, c'est toujours possible de faire un RIC au niveau local. Et une fois qu'il y a cet exemple-là, les voisins, ils veulent l'imiter. Donc, en fait, il y a une espèce de contagion. Il suffit qu'un commence. En France, pourquoi ça ne se passe pas? Parce que le RIC est illégal. Si vous voulez mettre un RIC au niveau local, mais un vrai, hein, comme il faut, eh ben, vous êtes cassé par le juge administratif, le préfet vous dénonce et le juge vous casse. Donc, en fait, l'État central, le problème, c'est que c'est l'État qui décide comment les localités, par exemple les communes, doivent décider. Ce n'est pas les communes qui décident comment elles doivent décider. C'est une compétence nationale. Donc, il est impossible d'avoir un RIC sérieux, mais on peut s'arranger quand même, mais c'est impossible d'avoir un RIC sérieux au niveau local, et donc il n'y a pas d'effet contagion, et donc c'est plus dur de l'avoir au niveau national. Donc, c'est pour ça que le fédéralisme aide à l'instauration du RIC. Merci Raoul. Ouais, tu as dit que du coup, ce serait sûrement un point qu'on approfondira dans la troisième partie sur le RIC local. Voilà. J'avais Serge qui avait levé la main. On t'écoute, Serge. Oui, mais merci beaucoup. Merci Raoul, vraiment, ça fait. Merci beaucoup. À chaque fois que j'apprends des choses nouvelles, tu fais des points qui sont extrêmement synthétiques et éclairants. Et même quand on t'a déjà écouté plusieurs fois, on découvre des nouvelles choses à chaque fois. Donc merci pour les petites cacahuètes que tu rapportes à chaque fois en plus pour ceux qui t'ont déjà écouté. Et moi, j'avais une question pour reprendre le début en fait de ton exposé qui était celui sur la comparaison Parlement-référendum, sur l'articulation entre les deux, entre les parlements et le travail des parlementaires et la démocratie directe. Parce que si j'ai bien compris, je crois qu'en Suisse, par exemple, on en avait déjà discuté, les parlementaires peuvent faire des contre-propositions. Je crois que c'est aussi le cas face à des initiatives qui sont citoyennes sur des propositions de loi, donc citoyennes. Et au final, c'est souvent ces contre-propositions qui sont votées et pas la proposition de l'initiative citoyenne initiale. Alors du coup, moi j'ai plusieurs questions par rapport à ça. La première, c'est est-ce que du coup, en fait, cette articulation entre les deux, ça ne valorise pas en plus le rôle du Parlement? Et la deuxième, c'est est-ce que c'est quelque chose de vertueux de façon générale? Voilà. Bon, c'est super comme question. Alors, effectivement, en Suisse, il y a une initiative. Quand une initiative a été déposée, le Parlement peut lancer une contre-proposition et donc les électeurs suisses doivent voter sur les trois. Alors, attention, avant, c'est-à-dire jusqu'aux années 90, ils votaient sur les trois. C'est-à-dire c'était un référendum au lieu qu'en deux options, en trois options. Et là, clairement, c'est pas bon parce que le Parlement peut toujours faire une proposition moyenne telle qu'elle gagne toujours. Par exemple, vous voulez, je sais pas, vous faites une proposition pour acheter plus de bananes alors que nous, on a investi sur les pommes. On sait que les bananes, c'est majoritaire. Alors moi, je vais dire moitié banane et moitié pomme ou trois quarts banane. Et là, j'arrive à sauver. Donc, en Suisse, c'est habitué à ces mécanismes pervers et ils ont changé la règle. Et maintenant, on vote. Il y a toujours la contre-proposition, mais on vote d'abord si on veut changer ou non. Et puis, si on veut changer, on vote sur
la proposition ou la contre-proposition. Donc, ça permet de ne pas flouter, parce que dès qu'il y a 3 options dans un référendum, il y a potentielle manipulation en proposant une option moyenne, enfin, qui va gagner. Donc maintenant, effectivement, la contre-proposition est beaucoup plus vertueuse qu'à l'époque. Et je pense que moi, je suis pas totalement hostile et je pense que c'est sympa ce rôle du Parlement, mais je suis néanmoins plutôt contre cette pratique qui est en Suisse pour une raison très simple, c'est que en fait, le rôle du Parlement avec le RIC est déjà extrêmement valorisé pour 2 raisons. La première, c'est que la plupart des initiatives sont lancées, ou du moins appuyées fortement, par un parti minoritaire qui est représenté au Parlement. Donc, en fait, les partis minoritaires là-bas ont beaucoup d'écho parce qu'ils peuvent contrarier une majorité via les citoyens. Donc, c'est déjà quelque chose qui donne, qui valorise les minorités dans le Parlement. Deuxième chose, le fait d'avoir un risque, ça s'appelle l'effet indirect du risque, c'est la deuxième chose que je vais vous dire. Parce qu'il y a un effet direct, comment les gens votent, mais il y a un effet indirect qui fait que les politiciens, quand il y a le RIC, avant de faire une loi, ils consultent beaucoup plus. C'est pour ça que la Suisse est connue comme un pays de concertation, de consensus, etc. En fait, c'est le RIC qui crée ça. On consulte beaucoup parce qu'on a peur de bosser pour rien, en fait. On lance une loi et puis après, on a une initiative dans la gueule qui nous l'enlève. Donc, en fait, cette activité de consultation augmente et donc il donne un rôle au Parlement très intéressant parce que c'est un rôle qui fait les lois mais qui consulte beaucoup d'abord, qui a une interface avec la population. Et ce rôle-là, paradoxalement, il est réduit lorsqu'on introduit une contre-proposition. Parce que quand le Parlement a la possibilité de faire une contre-proposition, la majorité a moins peur d'avoir une initiative contre elle. Parce qu'il aura toujours la possibilité d'avoir une contre-proposition. Et donc, elle est moins consultative. Elle a moins cette incitation à prendre des décisions qui soient en phase avec les différents groupes sociaux. Voilà, donc cela dit, j'y vois ce problème, mais si on avait un RIC en France avec contre-proposition, ça m'irait très bien. Hein. C'est pas quelque chose de majeur. Je sais pas Merci Raoul pour ta réponse. Du coup, il y a une dernière question de Black Spartacus. Et après, on timbrera la deuxième partie. On t'écoute. Ouais, bonsoir, bonsoir Raoul, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'avais une question, c'était sur les modalités d'instauration en fait du RIC. Enfin, qu'est-ce qui historiquement amène des États, des constitutions à modifier à y introduire le RIC? Est-ce qu'il y a des constantes de ce point de vue-là? Alors oui, il y a des constantes et on a vu que c'est des constantes qui sont aussi associées à la qualité. Par exemple, sorti d'une période d'autoritarisme, il y a une chance d'avoir le RIC beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, on était autoritaire hier, on devient une démocratie aujourd'hui. La probabilité d'avoir un RIC est très haute, en fait. Mais la probabilité d'avoir un RIC bon est très faible. C'est-à-dire, en général, on a un mauvais RIC dans ces situations-là. C'est le cas des pays de l'Est, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas des pays d'Amérique latine. C'est tous des pays qui sont sortis d'une période de régime autoritaire et qui ont un RIC plutôt cosmétique. Après, il y a d'autres pays qui ont en revanche justement le 19e siècle, Suisse, États-Unis, mais on peut retrouver aussi des traces dans des micro-États ou à Taïwan, par exemple. C'est vraiment des contestations qui ont été assez dures, en fait. En Suisse, en 1948, c'était très, très tendu avec cette histoire et les gens allaient sous les parlements avec des fourches. Donc, c'était quelque chose qui pouvait ressembler à une sorte de mouvement de gilets jaunes.
À chaque fois, ça a été instauré par des partis. C'était pas, mais ça a été instauré par des partis sous une espèce de menace de révolte, voilà. Donc ça, c'est les deux variantes principales. Voilà. Merci Raoul. Du coup, j'ai vu que Fanny avait une question, mais Fanny, si tu veux, je t'invite, on garde ta question sous le coude pour la poser après la deuxième partie. Là, on va passer sur la deuxième partie plus théorique, du coup, enfin, concernant les modalités pratiques du RIC que Raoul va nous présenter. Et ensuite, on reviendra pour une deuxième série de questions. Du coup, Fanny, je t'inviterai à nous poser la question que tu as en tête lors de cette deuxième salve de questions. Merci. Donc Raoul, on t'écoute pour la deuxième partie avec tes slides sur les modalités pratiques pour la mise Ok. en place du RIC. Est-ce que c'est affiché ou c'est plus affiché mes slides? Vas-y. Quand là, ouais, bah, super. Là, on voit tes slides. Là, on les voit. Nickel. Ok, donc là, c'est plutôt alors une question qui doit se poser, qui est la suivante de comment on obtient un RIC, c'est comment on obtient un RIC qui fonctionne. Donc voilà, j'ai préparé cette petite boîte à outils qui va être un peu plus brève que la première fois. Alors, vous verrez que donc il y a comment ça marche le RIC. Alors, je suis désolé, à gauche, je n'ai pas actualisé le fait que cette intervention, donc je l'ai reprise d'un cours que j'ai donné. Donc, une pétition organisée en faveur d'une nouvelle loi ou contre une loi déjà votée sur un sujet quelconque. La pétition atteint un certain seuil, un référendum est déclenché. Ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, si la majorité des votants décide pour le oui, la proposition passe. Ça, c'est la structure de base sur comment fonctionne un RIC. La question qui se pose, c'est toutes les fois qu'il y a un mot rouge dedans. Donc, tous les mots rouges, c'est les mots susceptibles d'avoir des variantes, donc d'avoir des discussions supplémentaires. Je vous ai mis ici quelques exemples. Le premier mot rouge en faveur d'une nouvelle loi, bah, elle peut être en faveur, elle peut être contre. Elle peut donc créer, ou seulement en Italie, par exemple, c'est interdit de créer une nouvelle loi, on peut juste abroger des lois qui étaient avant. Sur un sujet quelconque, ça c'est une des choses assez importantes, il y a des restrictions. Dans la plupart des cas, donc effectivement, quand je vous dis un bon RIC, celui suisse, par exemple, il n'y a aucune restriction. Le RIC change la constitution suisse, donc il n'y a pas de restriction sur les sujets. Aux États-Unis, il n'y a pas de restriction, si ce n'est qu'il y a des restrictions du fait que c'est dans les États, donc c'est les compétences des États, mais là aussi, les États américains ont des constitutions qui peuvent être changées par le RIC. En revanche, dans beaucoup d'États, il y a des restrictions, notamment le RIC ne peut pas changer la Constitution, et une restriction qui se retrouve souvent, notamment dans les pays de l'Est, en Italie, en Amérique latine, c'est le fait de ne pas pouvoir non seulement changer la Constitution, mais pas pouvoir avoir un impact sur des questions financières. On ne peut pas faire une loi financière, ce qui est, au vu de ce qu'on a vu tout à l'heure, que ça assène les comptes publics, bien dommage, parce que c'est des pays généralement très endettés qui ont cette clause. Voilà, donc ça c'est la première chose. Est-ce que le RIC peut porter sur beaucoup de choses? Donc je pense que le RIC fonctionne bien quand il porte sur tout, n'est-ce pas? C'est vraiment un contrôle citoyen et particulièrement sur les questions constitutionnelles, puisque c'est une façon de donner à la législation directe le dernier mot par rapport à la législation indirecte. Là, je peux... Bon. Sur la deuxième phase, c'est la question des seuils. La question des seuils pose plein de questions. Est-ce que le seuil est absolu ou relatif? Par exemple, en France, bah, il n'y a pas de RIC, mais disons, nous avons
alors, où est-ce qu'il est relatif? Un peu partout, il est relatif. En Hongrie, par exemple, il y a un RIC qui est avec un seuil relatif, c'est-à-dire à 5% de l'électorat. Alors, il peut être absolu, de type 100 000 ou 500 000, comme en Italie, c'est un seuil absolu. Mais surtout, c'est évidemment le niveau de seuil qui est important. Par exemple, justement, nous avons le RIC qui est en Italie, il est 1% de la population. En Suisse, nationalement, c'est 2%, et au niveau des cantons, ça varie entre 0,8 et 4%. En Allemagne, dans les régions, les seuils vont de 4 à 8%. Donc, plus restrictif. Aux États-Unis, aussi, vont de 4 à 6. C'est un peu plus homogène. Et en France, on a au niveau local la possibilité d'avoir un référendum, mais consultatif, donc il n'est pas contraignant. Et il faut 20%. Donc, 20%, c'est énorme. C'est inatteignable, surtout pour un référendum consultatif. C'est pour ça qu'il n'y en a jamais. Donc voilà, le seuil peut être plus ou moins gros, peut être absolu et relatif. Il y a d'autres petites questions sur les pétitions. Est-ce qu'ils sont en ligne ou ils sont papier? Ça, c'est une question qui se pose seulement récemment. Disons que le seul support en ligne n'est pas conseillé, et moins efficace, parce que les personnes, le support papier permet aux gens d'aller dans la rue, parler, convaincre, et donc il se crée cet effet positif, justement, de discussion, de campagne, qui ne se crée pas avec le seuil, les signatures en ligne. Alors, si la pétition donc atteint un certain seuil, un référendum est déclenché. Alors là aussi, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il est déclenché automatiquement? Est-ce qu'il est déclenché conditionnellement? Est-ce qu'il faut d'autres caractéristiques pour le déclencher? Par exemple, si on prend le RIP français, le RIP a été pensé... alors, le RIP, je rappelle, il faut 10% de l'électorat, plus, enfin, l'initiative doit être portée par 1/5 des parlementaires et doit obtenir 10% de l'électorat. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas une initiative citoyenne, c'est une initiative parlementaire, mais avec soutien citoyen. Donc, c'est un référendum minoritaire, en fait, ça s'appelle. Et bon, les signatures sont, le seuil de signature est très élevé, c'est que sur Internet, donc tout ce qu'il faut pas faire. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, c'est que dans la première version du RIP, c'est-à-dire celle écrite dans la commission Balladur de 2008, il était écrit que si une fois que c'était déclenché, qu'on avait eu les signatures et tout ça, qu'il y avait eu un référendum, non, pardon, il n'y avait pas eu de référendum. Une fois que les signatures ont été atteintes, si le Parlement n'adoptait pas la mesure, un référendum serait déclenché. Si donc le Parlement n'adoptait pas la mesure dans les 3 mois, un référendum serait déclenché. Dans ce cas, ça s'appelle un référendum automatique, c'est-à-dire que évidemment, il n'y a pas de référendum si le Parlement accepte, puisque tout le monde est d'accord, les pétitionnaires et le Parlement. Mais si le Parlement rejette, il y a référendum parce qu'on demande l'arbitrage de la population. Donc, référendum automatique. Et là, l'article 11 français, celui du RIP, a été changé. Et celui qu'on a actuellement, il dit, si le Parlement n'examine pas la proposition dans les 3 mois, alors il y a un référendum. Ça veut dire que s'il l'examine et il dit non, il n'y a pas de référendum. Ça, c'est un référendum conditionnel. C'est-à-dire que les signataires ne sont pas sûrs d'avoir un référendum. Donc, par exemple, sur l'ADP, quand il y a eu la collecte de signatures, bon, elle n'a pas atteint le seuil parce que c'est trop, mais même s'il avait atteint, on aurait pu avoir pas de référendum parce que le Parlement aurait examiné dans les 3 mois et rejeté la proposition.
Donc voilà, il y a beaucoup de référendums qui ne sont pas déclenchés automatiquement. Et il y a la variante dont on a parlé tout à l'heure, évidemment, de la question de la contre-proposition. Et la contre-proposition peut être acceptée par les pétitionnaires. Donc, il n'est pas automatique. Il y a une procédure qui est quand même plus acceptable, celle-là, je pense, puisque les pétitionnaires, s'ils acceptent que le Parlement ne vote pas telle quelle la proposition, mais un peu variée, si eux, ils sont d'accord, on pourrait imaginer que c'est acceptable. Donc, une fois que le référendum est déclenché, si la majorité des votants décide pour le oui, la proposition passe. Donc, il y a le mot majorité. Donc là, il y a plusieurs questions qui se posent. La majorité simple, c'est le 50 plus 1 des votants. Voilà, c'est la chose. Après, il y a plusieurs autres variantes. Il y a les variantes de majorité qualifiée, c'est-à-dire 60%, 70%, il faut plus, quoi. La majorité qualifiée, c'est un désastre toutes les fois qu'elle est mise en place. Je vous raconte pas des anecdotes, mais si vous êtes intéressé, je vous ferai. Et également, les quorums, c'est quelque chose d'affreux. Alors, les quorums, c'est qu'il faut au moins, par exemple, 50% des gens qui participent au référendum. Donc, mettons qu'il y a 45% des gens qui votent et la proposition obtient 90% des voix, ben, elle passe pas parce qu'elle n'a pas atteint les 50%. Ça s'appelle le quorum participatif. C'est ce qui existe d'ailleurs en France pour les référendums locaux. Il existe dans plein d'autres pays, en Italie, dans des pays, en Slovaquie par exemple. Et le quorum, c'est quelque chose, en général, tous les quorums, même si celui-là c'est le pire, c'est quelque chose qui pousse les gens à pas voter et à pas parler. C'est ça qui est très pervers. C'est-à-dire que s'il y a un référendum pour obtenir quelque chose que moi je veux pas, je suis contre. Plutôt que voter non, ben je vais pas voter pour que le quorum soit pas atteint et je vais pas en parler. Je vais pas créer du débat. Parce que moins il y a de débat, moins les gens votent. Et donc, il y a toute une partie du pays qui se désintéresse de la question pour pousser les gens à voter le moins possible, ce qui est quand même très pervers comme pour un mécanisme qui vise justement aux gens à discuter, à participer. Et donc voilà, et il y a aussi d'autres types de contraintes. Celle qui est en Suisse, il y a une contrainte, mais elle n'est pas si grave que ça. Ça s'appelle la double majorité. Au contraire, je pense qu'elle était positive dans les pays fédéraux. C'est-à-dire qu'il faut la majorité des votants, mais aussi la majorité des cantons. Et ça, c'est pour éviter que les habitants des cantons très peuplés, en gros des villes, puissent dicter leurs lois aux cantons ruraux. En réalité, cette double majorité a très rarement rejeté un référendum à cause de la majorité des cantons. C'est-à-dire, généralement, quand la majorité des votants est là, il y a aussi la majorité des cantons. Mais c'est arrivé 6 fois dans l'histoire, dont la dernière récemment. Et voilà. Disons que si on enlève la double majorité qui est intéressante, ben, l'autre qui est intéressante, c'est la majorité simple. Tous les autres créent des énormes frustrations parce que des référendums qui ne sont pas acceptés alors que une population nombreuse est très motivée pour faire passer. Voilà. Et enfin, la question, c'est de savoir si le référendum aboutit, est-ce que la proposition passe, est-ce que c'est un référendum décisionnel, donc, ou c'est consultatif, comme en Nouvelle-Zélande, est-ce que le Parlement a un mot derrière, voilà. Ça, c'est un peu tous les aspects qui peuvent se poser. Donc là, je vous ai fait toutes des exemples, mais je vous l'ai déjà dit en fait. Donc je vous montre un peu plus rapidement les référendums abrogatifs en Italie et dans d'autres pays
sur les limitations possibles. La question des seuils. Vous voyez que la Lettonie, par exemple, qui a eu le RIC, il l'a mis en place dans les années 20, et puis après, elle l'a perdu pendant son histoire, pendant le communisme, et puis il l'a récupéré récemment. C'est un RIC avec 10% de l'électorat, mais compte tenu du fait que c'est un petit pays, 10%, c'est pas si grave. En fait, plus le pays il y a des gens, et plus le seuil doit être bas. Par exemple, aux Philippines, il y a un seuil hallucinant qui fait que le dernier référendum qu'ils ont voté, c'est celui qui validait le RIC dans la Constitution. Alors, là aussi, je vous ai mis les questions des seuils. Il y a un cas intéressant, c'est les cas comme la Californie. C'est-à-dire que les seuils de pétition sont en pourcentage des votes exprimés. Ça veut dire que si les gens s'abstiennent beaucoup, eh ben, c'est plus facile de faire passer une pétition. C'est un peu, là aussi, un petit côté pervers. Je vous ai mis ici les types de quorum dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé que du quorum participatif, ce qui est ceux qui ont voté constituent 50% de l'électorat. Macron a été élu avec 48%, donc il n'aurait pas passé le seuil qu'on impose à tous les référendums. En revanche, il y a aussi le seuil qui s'appelle approbatif, c'est-à-dire qu'il demande que les oui soient non seulement majoritaires, mais ils constituent également un pourcentage particulier de l'électorat en général, 25%. C'est le seuil en Hongrie ou en Allemagne. Voilà. Donc, je termine juste avec cette slide en disant pourquoi ces effets sont connus, les effets du quorum négatif, les effets du RIC. Et donc, on pourrait se poser la question pourquoi on continue à faire des RIC avec des quorums, des RIC avec des limitations, notamment fiscales. Donc, bon, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais je crains que l'obstacle majeur, c'est le fait que le RIC n'est pas à l'avantage de ceux qui font les lois dans un pays, puisqu'ils sont obligés ainsi de partager les droits dont ils ont le monopole, ça veut dire l'initiative des lois et le vote. Donc, c'est pour cette raison qu'on a des RIC qui sont mal faits, malgré le fait que tout ce que je raconte là, c'est quand même assez connu. Voilà. J'espère que Merci Raoul. un peu plus ennuyeuse peut-être. Oui. Non, je pense que tout le monde enfin, c'était hyper intéressant et il y avait des questions déjà. Donc déjà, on va reprendre la question de Fanny. Après, je vais relayer la question d'Agnès. D'ailleurs, Agnès posera sa question. Et ensuite, il y a Léo. Donc dans l'ordre, Fanny, Agnès, Léo. Et après, au fur et à mesure des prises de parole que vous allez faire. Donc on t'écoute, Fanny. Ah, si c'était moi, je n'avais pas de question. D'accord. Donc directement, j'ai levé la main, André. On va faire Agnès, Léo, André. Donc Agnès, on t'écoute. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous. Je voulais savoir, par exemple, dans les initiatives d'Yvan Bachot, dans les propositions de Rick d'Yvan Bachot, il parle d'assemblée citoyenne tirée au sort. Est-ce que pour toi, c'est la même chose que la pétition ou c'est autre chose? Ah oui, ça c'est très bonne question. D'ailleurs, je me suis pris le bec avec Yvan plusieurs fois sur ces questions. En fait, bon déjà, bonjour Agnès. Hein. Je ne sais pas si on se l'a dit déjà. En fait, le tirage au sort, c'est une modalité de sélection de représentants. C'est très bien, hein? J'ai rien contre, mais c'est des représentants. C'est-à-dire que quand vous avez une assemblée tirée au sort, bah vous n'avez pas la possibilité. Et moi, sauf si je suis tiré au sort, je n'ai pas la possibilité d'initier quoi que ce soit.
Donc, toutes les fois qu'on donne à une assemblée tirée au sort la possibilité de trier dans les initiatives ou de proposer des initiatives, ça veut dire qu'on donne l'équivalent d'un parlement à faire les lois, sauf que ce parlement, au lieu d'être élu, il est tiré au sort. Donc, c'est un autre débat, c'est-à-dire que c'est un débat sur quelle est la modalité de sélection des représentants. Mais ce n'est plus des droits individuels qu'on donne à tout le monde pour pouvoir initier des lois. Donc, c'est pour cette raison que c'est pas que je suis contre en soi, c'est que c'est plus un RIC. C'est une modalité de représentation intéressante. Voilà. Mais c'est plus de la démocratie directe. Voilà. C'est toujours indirect. Il y a des représentants. Merci. Léo, on t'écoute. Alors, est-ce que tu as bien ton micro ouvert, Léo? J'ai pas l'impression qu'on t'entende. A priori, peut-être un petit problème technique. On va écouter André. Et après, si tu sens que tu arrives à régler ton micro, Léo, on repassera à toi. André, on t'écoute. Oui, alors du coup, j'ai une question et une remarque. Une question générale sur les modalités du RIC. C'est-à-dire, est-ce que le RIC se fait, entre guillemets, tout seul, uniquement par les citoyens, ou est-ce que les citoyens, dans une sorte de RIC délibératif, sont-ils aidés, peuvent-ils être aidés par des juristes, par des experts, pour formuler des lois ou quelque chose qui est directement exploitable dans une législation ou dans la Constitution? Et est-ce qu'il y a certains pays qui pratiquent ce genre de choses? Et plus encore, est-ce qu'il y a certains pays qui pratiquent le fait que le RIC soit soumis à un jury citoyen ou à un conseil de citoyens ou à une commission citoyenne, etc. Bon, ça, c'est la question générale. La seconde remarque, c'est qu'effectivement, le RIC seul, pour reprendre pas l'idée, mais la question d'Agnès, c'est-à-dire qu'effectivement, le RIC seul, qui n'est pas délibératif, bah, c'est un groupe de citoyens qui le fait et que ça n'est pas quelque chose qui est construit ensemble par un collectif. Et la Convention citoyenne, effectivement, sans un retour de ce qui est proposé par un référendum, effectivement, c'est un peu brut de scan. Ça veut dire que c'est de la démocratie représentative. C'est quand même un peu fort de café parce que c'est quand même un mini pays en termes de convention citoyenne. Donc, ça reste, ils sont très représentatifs pour aller, mais surtout, ne pas oublier qu'effectivement, l'élaboration d'une convention citoyenne fait un retour aux citoyens avec un référendum. C'est effectivement obligé. Du coup, ça reste de la démocratie directe. Ça reste vrai. Est-ce que toutes ces belles choses existent de par le monde ou alors c'est encore à construire complètement? Donc, merci donc, pour cette. Alors, évidemment, nous avons un désaccord. Hein. Peut-être, je ne sais pas, que je partage généralement aussi avec d'autres personnes qui adorent les assemblées tirées au sort. Bon, vous-même dites c'est une assemblée tirée au sort, mais attention, elle est très représentative. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que c'est de la représentation, c'est pas une démocratie directe. Parce qu'elle est très représentative, mais elle est représentative. Mais on va pas, si vous voulez, moi je veux bien avoir une discussion là-dessus. C'est une discussion qui revient très souvent. Dans la réalité, par contre, les assemblées tirées au sort existent, bien sûr, mais ont existé pour des trucs ad hoc. Il y a l'Islande, ont eu en plusieurs endroits du Canada, particulièrement la Colombie-Britannique, qui avait lancé l'assemblée tirée au sort pour modifier le système électoral. Parce qu'ils se sont dit, si on veut le modifier, ce n'est pas aux gens qui jouent le jeu qui doivent le modifier. Donc, ils ont choisi une assemblée tirée au sort pour le faire.
Ça existe, mais ça n'existe pas aujourd'hui au niveau national sur des assemblées qui sont constantes. En revanche, ce que vous appelez le RIC délibératif, ça existe, mais ce n'est pas du tout ce qu'on pense, parce qu'il est utilisé dans un autre sens. Je ne sais pas pourquoi. Le RIC délibératif, ça existe par exemple en Oregon, mais c'est celui qui l'a inventé, et puis après dans d'autres États des États-Unis, et il consiste tout simplement en ceci, que c'est un RIC. Oregon a un RIC depuis très longtemps, n'est-ce pas, depuis le début du XXe siècle. Seulement, tardivement, donc en 2013, je crois, ils ont remarqué que, alors, quand il y avait une initiative, chaque votant recevait chez lui un bulletin avec des suggestions de vote. Et qui avait le droit d'écrire ces suggestions? C'était les partis politiques. Et en Oregon, ils ont remarqué, bah oui, mais les partis politiques, il y a de plus en plus d'abstention et ils représentent moins les gens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une assemblée tirée au sort qui fait aussi sa suggestion. C'est tout. Elle filtre pas, elle filtre rien, elle décide de rien. Elle fait une suggestion. Donc maintenant, toutes les fois qu'il y a un référendum, il y a cette assemblée, on leur demande de se positionner et tous les citoyens ont accès à ce positionnement, ce qui est une chose très bien, mais qui ne change pas fondamentalement la question du RIC. Concernant aussi la question délibérative en soi, il faut savoir que quand il y a un RIC, il y a systématiquement beaucoup d'experts qui parlent à la télévision, dans les radios, parce que les gens ont envie comme on leur demande de trancher, ils ont envie de trancher bien, de ne pas se tromper. Et ça, c'est un effet très fort. La première fois que je suis allé en Suisse, c'était à Lausanne. Tout à coup, on s'est mis à parler du RIC local qu'il y avait à ce moment-là, à savoir si on devait ou non laisser ouverts les bureaux de tabac le dimanche à côté des gares. Moi, j'avais aucune avis là-dessus, évidemment, je pense vous non plus. Mais eux, ils étaient tous, avaient des avis et en plus informés, c'est-à-dire ils voyaient tous les avantages et inconvénients auxquels je n'avais pas du tout pensé. C'est ça que produit un référendum, le fait que les gens se mettent à discuter. Et on n'a pas besoin de dire, allez là, discuter sous notre contrôle pour que vous discutez bien. On peut faire confiance. En général, ils discutent bien. Et d'ailleurs, il faut voir que les premiers RIC, ceux du 19e siècle, c'est dans des sociétés, surtout américaines, dans lesquelles les gens étaient largement analphabètes. Pourtant, quand on voit les lois qui ont été votées à l'époque, aujourd'hui, les Américains sont plutôt, on va dire, conservateurs. Mais au début du siècle, par RIC, il y avait systématiquement des progrès sociaux que dans certains États ont été obtenus beaucoup avant nous, tout simplement parce que il n'y a pas besoin non plus d'être Einstein pour voter la journée de 8 heures ou les congés payés. Donc, en fait, je ne pense pas qu'il faille se méfier outre mesure des gens. Et je pense, mais que aucun pays qui n'a le RIC voudrait d'une assemblée tirée au sort qui se permet de modifier la proposition des signataires ou d'intervenir dans le processus. Les signataires, évidemment, au moment où ils font la proposition, c'est pas commune. J'ai un avis, vous avez un avis, on fait notre proposition. Mais c'est après que ça se fait en commun, puisqu'il y a un référendum, et là, pendant le référendum, il y a discussion générale. Il n'y a pas besoin que la proposition soit faite en commun, surtout que faire une proposition en commun sur un pays entier, c'est assez compliqué. Par contre, décider s'il est bon ou non en commun, ça, c'est possible. Donc, faut toujours distinguer, même dans le Parlement, l'initiative n'est pas du Parlement en entier, l'initiative est d'un parlementaire. Mais après, pour décider si l'initiative est bonne ou non, ça c'est le Parlement en entier. C'est toujours quelqu'un qui initie et puis tout le monde qui décide. C'est ça la structure en général, je dirais. Mais je conçois qu'on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses que j'ai dites. Merci Raoul. Du coup, pour terminer cette deuxième partie, on va passer par une question de Ombline et ensuite, Agnès, tu pourras nous relayer la dernière question que tu as posée sur le chat. Et après ces deux questions, on basculera sur la troisième partie sur le RIC au niveau local. Donc Ombline, puis après Agnès. On t'écoute, Ombline.
Oui, bonsoir. Du coup, ma question fera la transition avec la dernière partie. Bonsoir Raoul, meilleurs vœux. Bonsoir, meilleurs vœux pareil. Ravi de pouvoir aussi échanger ce soir avec toi. On a déjà eu l'occasion, en fait, on a eu toute une session tous les deux avec aussi, mais voilà, pour situer par rapport aux autres, je suis élue à Poitiers et je suis adjointe à la démocratie locale. Et c'est vrai qu'ici à Poitiers, on réfléchit sur la mise en place d'un RIC qui fonctionne. Donc un RIC qu'on chercherait à s'inscrire, hein. On irait jusqu'au bout des marges d'interprétation possibles dans le cadre légal existant pour faire en sorte que ça puisse fonctionner et que ce soit un outil qui puisse redonner confiance aussi et mobiliser des publics éloignés de la politique. Et peut-être ma question c'était, mais peut-être plus largement parce on a pu échanger tous les deux là-dessus, mais peut-être pour partager aussi avec les autres l'état de la réflexion, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à une collectivité locale aujourd'hui, une commune, pour pouvoir mettre en place un RIC qui puisse fonctionner? Si tu as quelques pistes, mais bon, moi j'ai déjà quelques idées, mais pour le partager avec les autres. Et alors, cette question est l'objet, je crois, de la troisième partie, mais on peut la commencer tout de suite, effectivement. Et Ouais, si tu veux, si tu veux, ouais, on attaque et après on reprendra juste à la fin la question de d'Agnès quand même pour pas l'oublier. Voilà. Je t'écoute, hein. Ok. Et donc, voilà, au niveau local en France, effectivement, donc un RIC strict ne peut pas être fait. Et il y a un élément qui est très important, c'est que le conseil, par exemple, le conseil municipal, dans le cas de Poitiers, euh, euh, c'est quelque chose qui est à l'initiative du conseil municipal lui-même. Donc, il n'est pas une initiative citoyenne, mais par contre, donc, ça reste un fait du prince, un plébiscite, comme on dit, c'est-à-dire le plébiscite, c'est quand c'est à l'initiative de quelqu'un qui a déjà le pouvoir, mais qui fait, ça existe partout. Toute question est comment transformer ensuite cette initiative en un référendum. Et donc, voilà, la possibilité qu'il y ait à ce moment-là un engagement tacite, tacite, pas contraignant, mais quand même un engagement à transformer toute pétition qui atteignerait un certain seuil en un référendum local, ça c'est la structure générale, la piste générale qui me paraît la plus prometteuse pour faire un RIC local. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai écrit un guide qui vous pourrez trouver, je vais vous le mettre d'ailleurs le lien en lien. C'est un guide local que Ombline connaît et on avait fait initialement pour la ville de Grenoble, qui avait mis en place une sorte de RIC en 2016 et c'est quelque chose d'assez ennuyeux à lire, hein, sauf si vous voulez mettre en place un RIC local. Pour ça, c'est utile. Mais pour le lire comme un roman le soir, c'est vraiment affreux parce que il y a tellement de contraintes au niveau local qu'il faut connaître un peu le droit. Voilà, c'est Serge qui a mis le lien. Merci Serge. Voilà, donc qui a donc toutes diverses options pour le faire, dont celle que je suggère peut-être comme plus efficace, qui est celle que je vous ai ébauchée à l'instant. Je ne sais pas si j'ai répondu, Ombline. Naturellement, il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai répondu à une partie de la question, on va dire. Oui, oui, oui. Enfin, c'est vrai que quand on avait discuté ensemble, on s'était dit que, notamment dans le cadre parce que en tant que collectivité, on doit avoir un règlement intérieur, et c'est vrai qu'on avait discuté au départ de est-ce qu'il faut être
très précis dans le règlement intérieur, la manière de rédiger les choses. Et en fait, il vaut mieux, comme tu dis, laisser un engagement moral, tacite, plutôt que d'écrire quelque chose de très strict, et notamment de coupler, peut-être aussi de mieux séparer ce qui relève de la pétition et ce qui relève vraiment du référendum local, parce que c'est là où ça peut être un peu problématique, surtout de l'écrire. C'est important de séparer les deux. D'inscrire des seuils qui seraient après très contraignants et plutôt d'investir la forme du vœu, c'est ce que tu nous avais dit. Oui. Alors, l'aveu, c'est une petite chose sympa qui est dans les collectivités territoriales, c'est qu'il n'y a pas valeur contraignante, mais qui a néanmoins une valeur officielle. Donc, là-dessus, c'est possible de dire, utiliser le vœu pour donner un engagement qui n'est pas légal, mais qui est néanmoins officiel, pour dire que la phase de la pétition aboutira dans ces conditions données à un référendum. Les codes des collectivités territoriales, c'est une lecture vraiment terrible, je pense. Je ne sais pas si tu l'as lu en entier, Ombline, mais... Non, j'ai pas eu le courage, mais effectivement... Ah oui. Non, mais c'est 1600 pages, hein, c'est illisible. Il y avait Black Spartacus qui avait une question. Ouais, moi je pense aussi qu'il est possible d'assumer une forme enfin, il faut être parfaitement conscient de ce que la loi exige et de là où on peut atterrir effectivement pour mettre en place le RIC, etc. Mais je pense qu'il faut aussi assumer une forme de désobéissance civique. L'exemple qui a été donné, c'était quand même la question des pesticides. Et les maires qui sont montés au créneau pour expliquer que les pesticides, bah voilà, eux, ils voulaient pas de pesticides dans leur commune. Et il y a un bras de fer à ce moment-là qui se met en place avec l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que pour deux raisons. C'est d'abord ce que tu as dit tout à l'heure sur les contextes d'instauration du RIC. C'est pas des discussions de gentleman et de juristes, de ce que je comprends, de ce que tu nous as rapporté. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait quand même une confrontation qui doit se faire et qui doit être assumée. Et maintenant, les mairies sont quand même en mesure de le faire. Elles le font de plus en plus. Hein. Dans le contexte du Covid, on le voit. Anne Hidalgo, elle est remontée au créneau. Elle est en train d'installer des grands espaces là pour que les gens se fassent vacciner. Bon, donc cette désobéissance, je pense qu'elle peut être assumée au niveau des mairies. Et la deuxième chose que je voulais dire, alors c'est sous forme de question aussi, Raoul, c'est que moi j'ai le sentiment que si et notamment au niveau local, un RIC qui se met en place en catimini dans des formes qui sont trop sophistiquées, mais c'est une question, alors je le dis sous la forme de ce que moi je pense, mais les gens ne se l'approprieront pas. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a deux choses. Il y a ce que tu veux faire au final, l'outil juridique, et la stratégie pour que, premièrement, ça secoue l'État, parce que ce que tu décrivais tout à l'heure sur le préfet et le tribunal administratif, c'est juste scandaleux, en fait. Et puis, deuxièmement, que les gens se l'approprient. De mon point de vue, il n'y a aucune chance que les gens se l'approprient si ça passe sous ces formes-là, en fait. Et notamment, quand tu vois que le droit de pétition, enfin, c'est même pas un droit de pétition, mais il existe à l'échelle de Paris, là, et que tu peux faire discuter au Conseil de Paris des sujets qui te tiennent à cœur, et puis que ça fait un flop parce que personne ne le savait, et que même moi qui m'intéresse à ces sujets, je ne le savais pas jusqu'à une date récente. Donc voilà. Mais c'est une question aussi. Oui, je réponds à cette question avec... enfin, évidemment, j'aime bien ton propos, mais je suis en désaccord avec les deux points, mais pas en total désaccord, bien sûr. Je suis en désaccord sur la question de la désobéissance civile parce que je trouve que la désobéissance civile est très efficace à petite dose, mais très casse-gueule à grande dose. Il faut décider si cette histoire comment elle est, et à mon avis, elle est casse-gueule parce que une chose, c'est prendre une décision à un moment donné qui est illégale, comme les vaccinations, comme le fait de ne pas laisser ouvert, de ne pas fermer les petits commerces dans des petites communes rurales, des choses comme ça. Une chose, c'est instaurer une institution durable. Instaurer une institution durable, c'est une désobéissance civile qui ne marche pas parce que quand tu es cassé, après, tu ne peux pas le faire. Tu peux pas, en fait. Il te coupe les fonds. Tu n'as pas les fonds.
C'est-à-dire que te mettre des amendes et après, tu peux pas faire, même si tu fais un RIC, tu n'as plus d'argent pour le faire derrière. Donc, quand on veut mettre une institution durable, il faut être très, très prudent. Et je suis totalement d'accord pour de la désobéissance civile. Moi, je suis très favorable justement d'autonomie, beaucoup plus grande autonomie des communes. En revanche, sur la question, les gens ne le connaissent pas. Là, je l'ai vécu à Grenoble et je peux dire qu'au-delà de le vivre et des informations que j'ai, c'est que les dispositifs qui sont pas connus, c'est ceux qui marchent pas. Typiquement, et c'est pas qu'ils marchent pas parce qu'ils sont pas connus. Ils sont pas connus parce qu'ils marchent pas, je dis bien. C'est-à-dire que l'exemple de Paris est typique. C'est-à-dire, oui, il faut faire des pétitions et après, le conseil municipal nous dit oui ou non. Et la plupart du temps, on se fait chier à faire une pétition pendant des jours parce que c'est exigeant aussi de faire une pétition pour avoir finalement un fin de non-recevoir. Ça, c'est quelque chose qui n'attire pas les gens. Par contre, lorsque une personne est au courant qu'on peut contraindre le conseil municipal, même s'il n'est pas d'accord avec nous parce qu'il nous a fourni un outil pour le contraindre, là, le mot passe vite. C'est-à-dire, toute la question est, les peu qui le connaissent au début, est-ce qu'ils le transmettent? Est-ce qu'ils le mettent en place? Par exemple, imaginons, il y a des associations qui sont plutôt contestataires ou même des partis d'opposition. Est-ce qu'ils le prennent en considération ou non? Et quand le dispositif permet de contraindre, ben oui. Sinon, ils se disent, ben, c'est perdu d'avance. À quoi bon faire une pétition pour que le conseil municipal nous dise non? Donc, ça ne sera pas connu. Voilà. Merci Raoul. Je ne sais pas si Beth Spartacus, tu voulais rajouter Non, un complément. je suis assez convaincu. Il y a juste un point quand même, c'est que moi, je prétendais pas qu'il faille rester dans la désobéissance. Je dis ça peut être intéressant de faire un acte dont tu sais que de toute façon il sera cassé pour ensuite instruire ton vrai outil. Mais tu me dis que c'est pas forcément nécessaire et ce que tu me dis me convainc assez. Merci, il y avait Serge qui avait une question. On t'écoute, Serge. Oui, merci. C'était plutôt une remarque par rapport à l'échange entre Raoul et Omblin et puis la réaction de Mathieu. Le mot tacite qui a été employé par Raoul et par Omblin, je pense, mais je parle sous votre contrôle, Omblin et Raoul, c'est d'un point de vue purement juridique. C'est-à-dire que l'enjeu ici, par rapport au droit français, et le droit national, qui est extrêmement contraignant et qui effectivement casserait un RIC qui soit lui-même contraignant, c'est de ne rien faire officiellement et dans les textes juridiques, c'est-à-dire par exemple ce qu'a dit Omblin dans le règlement intérieur du conseil municipal, qui montre que les élus se contraignent. Parce que dans ce cas-là, le TA pourrait casser ce dispositif, puisque ce serait revenir sur ce serait avoir un mandat impératif, ce qui est interdit par la Constitution. Mais à partir du moment où il n'y a jamais dans les textes de règlement intérieur ou surtout en fait du conseil municipal de dispositifs qui autocontraignent les élus, mais seulement un engagement politique, c'est-à-dire un engagement déclaratif, mais qui peut être absolument publié et explicite en fait, mais en dehors juste des espaces du droit, en fait, en dehors des espaces juridiques, c'est-à-dire qui peut être publié dans le journal municipal, qui peut être publié sur des affiches, qui peut être déclaré lors de meetings, quand on pourra avoir de nouveau des réunions, que évidemment le conseil municipal, la majorité va s'engager à lancer un référendum s'il y a une consultation qui atteint le seuil qui est fixé. Donc en fait, ça peut être tout à fait explicite et créer un engagement politique qui après sera validé par les faits, par des précédents. D'un point de vue de la législation, encore une fois, je parle sous votre contrôle, là effectivement, ça doit être tacite. Voilà. Je ne sais pas si tu veux, Omblin, répondre ou je... Répondre oui, c'est exactement ça, mais tu as très bien décrit la logique, Serge, dans laquelle on se situe, on s'inscrit. Enfin, je ne sais pas si tu veux compléter. J'ai tendance à dire, ce que dit Serge, c'est totalement exact. La seule difficulté que je voulais mettre en avant, c'est que
il y a un double pari dans cette situation. Il faut convaincre l'État qu'on reste en fait libre de donner les derniers mots, conseil municipal. Et il faut en même temps convaincre les citoyens qu'on s'engage au point de ne pas être réellement libre. Que quelle que soit leur demande, la procédure ira au bout. Si les citoyens ne sont pas convaincus que l'engagement est sérieux, ils n'initieront rien en fait. Ils diront c'est un truc qui ne sert à rien. Mais si l'État n'est pas convaincu qu'en fait le conseil municipal est libre, il peut y avoir des problèmes. Alors bien sûr d'un point de vue juridique. Donc faire tout ça, c'est juste, c'est ce qu'il faut faire, hein, Serge. Mais l'idée du vœu, c'était ça aussi, c'est essayer de rendre le maximum crédible tout en restant en dehors du droit strict et de se faire casser. Mais mettre tout ce qui est en pouvoir pour pouvoir rendre cet engagement crédible. C'est difficile. On enchaîne. Excusez-moi, je réagis parce qu'il est 22h34 et c'était normalement l'heure de la fin. Il reste une partie, c'est ça? Mais en fait, on l'a fait à l'oral, la okay. troisième partie. Donc, il n'y a pas de souci, tu vois. Je ne sais pas si tu avais des slides que tu voulais pour compléter, Raoul, ou si finalement la discussion a bien synthétisé ton propos. Oui. Parfait. Bah, du coup, merci Hazard pour le point du coup de vigilance et il y avait Omblin qui voulait du coup compléter là, continuer la discussion. On t'écoute Omblin. Ah, c'est la main qui était restée levée. Oui, non, mais c'était juste parce que par rapport à ce que disait Raoul, ça me faisait penser dans l'idée de susciter l'engagement, donner l'envie aussi aux gens de s'approprier cet outil et qu'il fonctionne. Toute la difficulté aussi pour nous à l'échelle locale, ça va être d'être lisible sur les champs de compétences dans lesquels peuvent aussi s'exercer ces RIC. Parce que nous, par exemple, le dispositif qu'on aimerait mettre en œuvre, il va s'appliquer uniquement à l'échelle de la commune, en sachant qu'on est aussi inscrit dans une intercommunalité et donc là, il n'y aura pas cet outil. Mais en termes de partage de compétences, là, il y aura aussi tout un effort de pédagogie, d'information et j'espère que ça générera pas de frustration aussi. Parce que beaucoup des compétences maintenant ont été transférées en fait aux intercommunalités. Et ça, c'est une vraie difficulté. Je pense qu'il faut vraiment anticiper en termes de communication et d'information. Si je puis dire un truc, puisqu'on est sur cette chose, ça, par contre, à Grenoble avait bien fait. C'est-à-dire que ce qui est important pour que ça ne produise pas de frustration, puisque tout ça, c'est les compétences, la distribution des compétences, c'est pas très clair, même pour ceux qui y travaillent. C'est que les gens aient une réponse avant d'avoir collecté des signatures, qu'ils puissent soumettre leurs propositions au début. Et ça marche assez bien. Il n'y a pas eu vraiment, au contraire, les gens étaient contents d'apprendre que c'était au niveau autre, par exemple métropole, qu'il faut aller pour vouloir telle ou telle chose. Et les services juridiques de la mairie peuvent le faire. Par contre, effectivement, si la réponse est donnée après récolte de signature, là, ça risque de faire des remous. Ouais. Je crois qu'il y avait Agnès qui avait une question ou une remarque. Mais on va peut-être finir le sujet. C'était à propos de la campagne référendaire. On verra ça après. D'accord. Moi, j'avais une question, Raoul, parce que tu m'avais parlé de l'importance d'avoir, quand on a de la responsabilité, une strate collective à la responsabilité de tel ou tel domaine de compétences, qu'il ait bien le budget ou associé et la faculté de rassembler lui-même les moyens financiers pour pouvoir accomplir sa tâche à bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots par rapport à ça? C'est que là, c'est vrai que c'est un point qui est assez important, c'est que le RIC local en France, quelque chose qui pourrait, les communes ont perdu tout moyen, je pense. Oui, il y a encore la taxe d'habitation, on l'a encore, je crois, mais tout moyen de collecter de l'argent directement. Or, le problème, c'est que quand les gens votent pour quelque chose, pour que
les effets les plus purs et les plus clairs du RIC soient là, il faut que les gens soient conscients que, par exemple, s'ils mettent un service de plus, ils payent plus. Et qu'ils puissent faire cet arbitrage-là. Par exemple, imaginons un RIC sur, là, typiquement, ce n'est pas une compétence de la commune, mais mettons la métro, sur les transports gratuits. Les transports gratuits impliquent aussi un financement du coup des transports qui ne passe pas à travers le billet, mais à travers, par exemple, des impôts, des taxes. Donc, si les gens votent pour le paquet, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux. Évidemment, si on n'a pas le contrôle des taxes, ça va être compliqué de financer des transports gratuits alors qu'on n'a pas de levier financier. Donc, à part la dette. Donc, ça, c'est très compliqué. C'est un obstacle très concret au RIC au niveau local en France. C'est l'absence de possibilités, ou l'absence, la quasi-absence de possibilités de lever des fonds propres. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un point à rajouter par rapport à cette question du RIC local? Sinon, en attendant, je peux déjà partager, c'est un petit retour au niveau national. Bah, Agnès, si tu peux directement exposer ta question, même si ce n'est pas local, ça permettra d'avoir ta réponse. Alors, Raoul, j'avais une question. Quand tu nous as présenté les modalités, tu nous as parlé de l'initiative citoyenne, puis du référendum. Mais entre les deux, il y a quand même la campagne référendaire quand on peut aller jusqu'au référendum. Je voulais savoir, dans les autres pays, est-ce qu'il y a des règles internationales où ils ont tous fait pareil, ou est-ce que c'est en fonction du sujet de l'initiative, ou quelles sont les constantes, on va dire, internationales sur la campagne référendaire par rapport aux initiatives citoyennes? Là, ça varie un tout petit peu. Bon, il y a la variation classique Europe-États-Unis, c'est-à-dire que aux États-Unis, il y a une tendance à avoir une campagne débridée, sans aucune règle. Alors que quand tu vas en Suisse, il y a quelques règles, notamment sur le temps d'exposition, du oui, du non, des débats, un peu comme en France, peut-être un peu moins. Donc, bon, il y a ces questions d'encadrement. Après, sinon, au-delà, ça reste les questions de campagne électorale, c'est-à-dire la question des médias, des temps, etc. C'est à peu près la même chose. Et donc, ça aussi, ça varie fortement par pays. Je pense que ça, c'est ce que je peux dire rapidement sur les variations. Je pense que les bonnes pratiques, c'est le fait de pouvoir donner la parole suffisamment, on ne va pas descendre dans les détails, mais suffisamment aux pétitionnaires. Parce que ceux qui sont contre les pétitionnaires, en général, c'est le parti majoritaire, puisque s'il n'était pas contre, il n'y aurait pas de référendum. Donc, lui, il peut se défendre toujours, alors que les pétitionnaires sont systématiquement un petit peu dans la difficulté de défendre leur point de vue. Ils sont moins couverts et parfois, cela crée que les gens votent beaucoup non. Donc, la défense des pétitionnaires me paraît être la chose la plus importante. Après, il faut là-dessus, il y a toujours un enjeu sur les référendums, mais tu l'as pas dit, hein, mais juste pour faire un point supplémentaire, c'est la question de la manipulation des gens, de comment ils votent. Mais là-dessus, je dois dire que j'ai vraiment les faits ne confirment pas la crainte que beaucoup ont que les gens se font manipuler par les grands médias. Et je dirais que l'exemple le plus flagrant, c'est la France. Puisqu'en 2005, tout le monde était pour le oui dans les grands médias et dans les partis. Malgré ça, le non a gagné. Et la France n'est pas une exception. Hein. C'est très courant que quand on n'a que des gens pour un, l'autre gagne presque par principe. Voilà. Merci Raoul.
Je t'ai ajouté des considérations que peut-être ne t'intéressent pas du tout, pardon, mais Non, mais tu m'as donné une autre idée de question. Après, je ne sais pas si je peux la poser, Sylvain. Bah vas-y Agnès, hein. Et ça sera la dernière question ou l'avant-dernière si quelqu'un en a une après. Comme ça, on respecte le timing qu'on s'était donné. Comment ça se passe pour la sécurisation des signatures des pétitions dans les autres pays quand c'est électroniquement et papier? Comment ils font dans les autres pays pour sécuriser ou pour éviter la fraude des signatures des pétitions, quoi? ouais. Alors, généralement, la méthode qui est utilisée, alors, ça dépend, hein. En Suisse, c'est carrément, ça va à la confiance, sauf qu'il y a une grosse amende si jamais on découvre que tu as fraudé. Il y a des peines de prison aussi. Mais quand la population est plus large, comme en Californie, hein, 40 millions de personnes, ils procèdent par échantillonnage. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. C'est-à-dire que tu as une pétition, au lieu de contrôler tous les noms, tu contrôles 5% des gens de la pétition. Et si tu as zéro erreur, tu t'arrêtes. Si tu as, ou très peu, mais si tu as un peu plus d'erreurs, ben là, tu fais 10%. Et s'il y a trop de signatures fausses dans les 10%, tu comptes pas tout. Tu vas pas jusqu'au bout, tu rejettes le truc. Donc, en fait, c'est la méthode. C'est pas mal. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? On se quitte comme ça, riche là, de plein d'idées. Donc, tu as dit 2021, l'année du RIC, c'est ça, Raoul, sur le PowerPoint? Oui, voilà. Ça serait un autre type de contagion plus souhaitable pour 2021. Ah oui, ouais, ça serait super, hein. Ouais. Et donc, tu nous as dit, il y avait ton livre, le livre que tu as écrit sur ce sujet, donc qui est disponible, par exemple, à la Fnac, si on Ouais. tape sur fnac.com, Raoul Maniberton plus Rick. Ouais. Ça s'appelle le RIC expliqué à tous. Voilà, le RIC local, le rapport qui est plus technique, mais il est en libre accès. Et voilà, sinon, il y a toutes sortes d'autres sites que peut-être vous connaissez qui font. Là, on a lancé un site pour informer sur le RIC et faire une pétition qui s'appelle Votons les lois. Que ça, c'est aussi sympa parce qu'il y a plein de petits arguments qu'on peut dire, tous les arguments contre avec des réponses. Donc voilà, c'est des éléments un peu moins lourds qu'un livre. Donc ça c'est votons les lois. C'est quoi, c'est un point .com? Ouais. Alors, votonsleslois.com. Ouais, super. Et oui, André qui nous précise, oui, à commander dans votre librairie de proximité, bien évidemment. C'était local. Et oui, c'est ça. Donc nous on fait donc le comité animation. Je veux voir. Ouais. On vous fait un petit teaser pour le prochain événement qu'on va organiser. C'est une soirée projection live du film Démocratie de Datagueule, qui a fait le tour justement. Toi, Raoul, qui t'intéresse à différents outils de la démocratie beaucoup plus directe dans le monde, et ben je sais pas si vous avez vu ce film il y a 2 ans qu'a fait Datagueule, un tour d'horizon mondial un peu de tout ce qui se fait pour essayer que la parole de chacun soit à égalité en fait. Et donc on vous proposera une projection live de ce documentaire suivi d'une rencontre débat avec les réalisateurs du documentaire. Donc ça sera fin février, début mars. Donc déjà préparez vos calendriers, save the date comme on dit. Et donc ce sera un autre super événement pour se nourrir de toutes ces idées et pour après créer des solutions qui permettront à la démocratie plus directe de s'implanter dans notre pays et, comme tu le dis, pour à la fin avoir plus de sensations de bonheur et de ne pas être dépossédé d'une partie de sa capacité de pouvoir de création et de décision. Donc c'est ça ce qui se passe et bien sûr on vous invite au quotidien chaque semaine à aller sur le site d'Anou la démocratie pour voir un peu l'agenda
ce qui se passe, les différents articles. Et c'était un très grand plaisir d'être tous ensemble pour partager l'énergie malgré j'allais dire le confinement. Non, non, c'est pas le confinement, c'est le couvre-feu, mais ça permet de garder de l'énergie. Raoul, je te propose de terminer par le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci. Merci pour cette discussion qui était de belle qualité. Toutes les questions étaient très bonnes et puis j'adore ce que vous faites de manière générale. Donc, on se reverra très vite. Bon. Super. Et il y a des gens qui ont demandé pour t'as vu, pour la présentation, pour recevoir les slides. Je sais pas si c'est possible. Oui, bien sûr. Comment on fait? Je te les envoie à toi, Ouais, tu me les envoies. Et après, c'est à quel niveau Hasard, est-ce que tu peux me préciser quelle liste de diffusion on pourrait après utiliser pour On en parle, ouais, après. Ok, si vous ça voulez marche. essayer, si vous n'êtes pas sur la mailing list de À nous la démocratie, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site et vous inscrire sur la mailing list. Comme ça, vous recevrez le document et le lien vers la rediffusion sur YouTube de ce live de ce soir. Et merci beaucoup Raoul et Sylvain pour cet excellent café débat. Ouais, grand plaisir. Et du coup, je réponds à Nathalie et Agnès, comme le dit André, vous pouvez du coup, pour s'inscrire à la mailing list de À nous la démocratie, c'est très simple. Vous allez sur le site de À nous la démocratie, il y a une page Nous rejoindre, et la première ligne de la page Nous rejoindre, c'est s'inscrire à la mailing list de À nous la démocratie. Donc comme ça, après, vous pourrez recevoir tout ce qu'on publie, etc. Voilà. Mais merci pour tous. Très très bonne soirée. Merci Raoul. Oui, de rien. Juste une chose, Sylvain, tu m'envoies un mail pour que je t'envoie le truc. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci Raoul. Bonne soirée tout le monde. Merci Raoul. Salut. Merci. Ciao. Super, merci beaucoup. Merci à tous. C'était vachement bien. C'est passionnant, c'est bien ce que comme. Merci Mathieu, on t'entend. Je coupe l'enregistrement.